Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de QG. En ce début d'année 2026, l'ordre international se durcit. La guerre en Ukraine ne faiblit pas, le Proche-Orient reste explosif et la confrontation entre grandes puissances s'intensifie sur l'énergie, le commerce, les nouvelles technologies et bien sûr sur la sécurité et l'armement. Dans un contexte de plus en plus tendu, une question s'impose et elle devrait être au cœur du débat à l'approche de la présidentielle 2027. La France est-elle encore souveraine ? Souveraine militairement, diplomatiquement, économiquement, ou bien est-elle prise dans des dépendances, des allégeances, des influences qui entravent sa liberté d'action et les intérêts de son peuple ? Pour en parler, je reçois Marc Andevel, journaliste d'investigation, auteur de nombreux livres d'enquête sur les réseaux de pouvoir en France et leurs ramifications à l'international, parmi lesquels l'emprise, la France sous influence, ou encore le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron. Bonsoir Marc. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à nouveau sur l'antenne de QG. On va peut-être commencer à parler de la souveraineté industrielle française. C'est un des thèmes que tu as abordé en ce mois de janvier 2026 sur ta lettre d'information sur Substack, qui a été très productive pour ce début d'année. Beaucoup de sujets, beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Et tu as notamment, à travers le cas de deux entreprises françaises, abordé cette question de souveraineté industrielle. Il s'agit en l'occurrence de ton texte du 10 janvier sur Atos et Novasco. Et on sait que sous Macron, ce n'est pas une nouveauté, de nombreuses grandes entreprises relevant de secteurs absolument stratégiques ont été cédées aux États-Unis. Donc, il y a les grands noms d'Alstom, de Technip, tout ça a été documenté. Mais tu choisis de revenir dans le 10 janvier sur le cas d'Atos et de Novasco pour dire la chose suivante, et je vais te laisser l'argumenter et la développer, que dans ces affaires-là, l'État français n'est pas seulement otage, mais complice de montages financiers qui sont pilotés par des fonds étrangers. Oui, alors c'est un article qu'on peut trouver sur ma newsletter. Qu'on peut trouver en ligne en s'abonnant. Voilà. Enfin, là, l'article est gratuit. Cet article-là est gratuit, D'accord. mais il y a des articles payants également. Et donc, l'adresse, c'est marcandevel.substack.com, exactement. Mais le papier... Alors, en fait, ça fait près de 2 ans que j'enquête sur le sujet Atos. Parce que donc l'entreprise est en difficulté, notamment suite à multiples acquisitions historiques qui ont été réalisées par Thierry Breton, qui a été le PDG de l'entreprise. Thierry Breton, qui ensuite est devenu commissaire européen, qui a essayé de défendre justement la souveraineté numérique. On l'a souvent entendu, y compris contre les intérêts américains, contre les GAFAM. Donc là, il y a beaucoup de communication de la part de Thierry Breton. Et puis, il y a son passif, son bilan, en ce qui concerne la société Atos, qu'il a quitté, si mes souvenirs sont bons, en 2019, assez opportunément, parce que c'est après 2019 que les ennuis financiers de l'entreprise se sont multipliés. Et donc, à partir de 2023, il y a eu des projets de démantèlement de l'entreprise, qui ont souvent été menés, là en l'occurrence, par différents banquiers conseils, les fameux banquiers d'affaires, et en l'occurrence la banque Rothschild, qui est un des conseils du groupe Atos. Il y a eu des milliardaires, en l'occurrence Daniel Kretinsky, propriétaire de presse et d'édition, et également bientôt qui aura le total contrôle de la Fnac. Daniel Kretinsky s'était positionné pour acheter une partie de l'entreprise. Et donc, je le rappelle, les téléspectateurs seront au courant de QG, mais Atos, entreprise stratégique, parce que tout en étant une entreprise de services informatiques, Atos a récupéré les activités historiques de Bull, qui était la dernière entreprise quasiment d'informatique française, et qui, ces dernières années, a développé un savoir-faire, des compétences sur ce qu'on appelle les supercalculateurs.
Donc ces monstres géants d'informatique qui rassemblent énormément de puces dans des grandes armoires sur des kilomètres et des kilomètres parfois. Et ces supercalculateurs sont extrêmement importants d'un point de vue stratégique parce qu'ils sont utilisés par la dissuasion nucléaire française en ce qui concerne les modélisations d'explosions nucléaires, donc modélisées informatiquement maintenant, parce qu'il n'y a plus d'essais grandeur nature. Et puis, concernant l'intelligence artificielle également, ces supercalculateurs sont devenus importants. Et dans ce dossier-là, que je ne vais pas résumer, parce qu'il y a eu tout un feuilleton que j'ai suivi pendant 2 ans, où donc, finalement Daniel Kretinsky n'a pas racheté la boîte, d'autres intérêts s'étaient présentés, notamment un certain David Layani, qui était beaucoup plus petit, mais voilà. Il y avait la mobilisation, on va revenir dessus, qui est importante, de la Direction Générale de l'Armement et des militaires, qui justement étaient conscients des enjeux stratégiques autour d'Atos et qui voyaient vraiment d'un mauvais œil ces groupes-là qui sont en fait en partie liés à des intérêts étrangers. En l'occurrence, Daniel Kretinsky est un milliardaire tchèque, mais derrière, il y a aussi d'autres intérêts. Enfin bon, en tout cas, il y avait un danger et une inquiétude. Suite à ça... C'est le milliardaire qui a suscité ton départ de la rédaction oui, de Marianne. Par ailleurs, je le dis au passage. Effectivement, à 2 reprises d'ailleurs, oui, parce que j'ai quitté Marianne en 2018 au moment où Daniel Kretinsky, une chance. Au moment où Daniel Kretinsky a racheté Marianne, effectivement, j'ai une longue histoire avec Daniel Kretinsky, d'une certaine manière, et avec son homme de main dans la presse, Denis Oliven. Je leur ai redonné une chance en 2024. Je suis revenu pour intégrer la cellule enquête. Et en fait, au bout d'1 an, la cellule enquête et également la cellule internationale, enfin le service international, a été, on va dire, prié de déguerpir parce que la ligne ne convenait pas, la ligne éditoriale ne convenait pas, à la fois trop critique à l'égard des pouvoirs et passer en défense d'Israël en ce qui concerne les questions internationales. Bon, et donc sur le dossier Atos, le dernier papier, qui est une forme d'analyse et où je pointe la responsabilité de l'État, est liée, on va dire, à ces plans de sauvetage qui sont à la fois proposés donc, par des fonds qu'on peut appeler vautours, en tout cas des fonds spéculatifs étrangers. En l'occurrence, là, dans le cadre d'Atos, c'est des fonds qui sont devenus créanciers de l'entreprise, c'est-à-dire ils ne sont pas actionnaires, mais ils ont prêté de l'argent à l'entreprise. Alors là, c'est 80% du capital d'Atos qui est passé à des fonds anglo-américains. Oui, parce que c'est des créances convertibles en actions. Donc en gros, on transforme de la dette en actions et on finit par avoir un contrôle sur la société. Sans d'apport plus que ça, à part la question de la dette, de ce qu'on appelle de la new money dans le jargon financier, c'est-à-dire de la nouvelle ressource en capitalisation dans l'entreprise, alors que Atos mériterait effectivement, pour être relancé totalement, certains analystes le pensent, près d'1 milliard, et donc c'est beaucoup d'argent, d'investissement dans la boîte, même presque plus parfois, mais ça c'est pour les gens qui auraient encore un intérêt industriel pour l'ensemble de l'entreprise. Or, ce n'a pas été le choix de l'État, qui est le suivant. L'État, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, tu parlais d'Emmanuel Macron, que l'administration Macron, je vais l'appeler comme ça, a fait ce choix-là, parce que je pense à la question du nucléaire, par exemple, nucléaire civil, des choix ont été un peu dans le même sens, j'y reviendrai dessus, mais où l'État, Bercy, les différents ministères, l'Élysée, face à la polémique sur les activités stratégiques, que je rappelais, au lieu de tenter un sauvetage global de l'entreprise en préservant l'intérêt social de l'entreprise, avec toutes les critiques qu'on peut aussi avoir sur le modèle d'Atos, hein, ça a à réfléchir bien évidemment, c'est pour ça que je parlais des acquisitions de Thierry Breton, mais au lieu de prendre en entier l'entreprise dans toute sa globalité, l'État a considéré qu'ils allaient racheter les activités les plus stratégiques, en l'occurrence supercalculateurs, sans forcément prendre en compte l'ensemble des actifs stratégiques d'Atos, parce qu'il n'y a pas que les supercalculateurs, il y a également les questions de cybersécurité, et les questions également de logiciels de calcul intensif. Enfin, il y a tout un tas de compétences au sein d'Atos qui peuvent être liées d'ailleurs par des contrats très stratégiques, centrales nucléaires, question des transports, la question également de la gestion informatique du côté de la sécurité sociale. Il y a des éléments de tout type
qu'on peut considérer comme de l'ordre de la souveraineté et du régalien. Et donc l'État a fait son choix de restreindre ça aux supercalculateurs et de mettre sur la table plus de 450 millions d'euros là, dans les prochains jours, parce que le closing, comme on dit, de l'opération va se faire dans les prochains jours, c'est-à-dire le rachat effectif des supercalculateurs va se faire dans les prochains jours. Les responsables politiques, là pour le coup à peu près tout le monde, même ceux qui s'étaient mobilisés, ne parlent plus vraiment du dossier, parce que pour eux, le dossier est clos et terminé. Or, mon propos est de dire la chose suivante, c'est que l'État, là, en fait, en mettant 450 millions d'euros, en croyant, en partie, mais sauver la filière supercalculateur, parce que liée à la dissuasion nucléaire, ils n'ont pas réglé la question économique des supercalculateurs, parce qu'en fait, c'est une activité qui est globalement déficitaire en général, et qui ne peut devenir bénéficiaire que s'il y a différents services qui sont associés à ça. Or, le plan de découpage fait que ce n'est pas réfléchi comme ça. Et comme d'habitude, on va dire, j'allais dire, et là c'est au-delà de la Macronie, mais dans le néolibéralisme économique, c'est-à-dire, je rappelle comment dans le néolibéralisme économique, c'est pas le tout marché, mais c'est comment le service se met à l'état d'intérêt privé et du marché, si je résume les choses. Mais dans ce cadre-là, en gros, on garde les profits pour le privé et on laisse les pertes pour le public. Et dans donc, ce mécanisme habituel, qui est très intégré du côté de Bercy, l'État, à plusieurs reprises, c'est le cas dans le dossier d'Atos, c'est le cas dans le dossier de Novasco, face à des entreprises en difficulté. Alors Novasco, ça n'a strictement rien à voir comme activité, c'est une activité industrielle certes stratégique, parce que ça s'appelle les aciers spéciaux, qui sont de très haute technicité, qui peuvent d'ailleurs entrer dans la fabrication d'armes, par ailleurs. Je fais le rapprochement de reprise d'informatique et de la sidérurgie, on pourrait se dire pourquoi, mais parce que le mécanisme est toujours le même, c'est-à-dire c'est celui où l'État joue les pompiers de service en apportant de l'argent, mais ne va pas faire le choix d'une nationalisation et d'une prise de contrôle de l'entreprise. Et l'argent qu'il va mettre sur la table pour récupérer soit un bout de l'entreprise, soit pour essayer de tenir l'agenda social de l'entreprise, je pense à Novasco, permet aux créanciers et donc aux fonds qui ont pris le contrôle de ces boîtes de pouvoir dépecer les boîtes pendant ce temps-là, tout en bénéficiant de la trésorerie apportée par l'État pour financer le plan de dépeçage.